Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Jouer comme une fille, c'est partout. Et si vous nous écoutez, merci. Mais sachez que c'est aussi en vidéo, sur Égal Action, Facebook, Vimeo, YouTube. Et si vous nous regardez, sachez que c'est aussi sur iTunes, Spotify, TuneIn, Google Podcast et Balado Québec. Plus de 10 000 téléchargements jusqu'à maintenant, donc c'est pertinent. Jouer comme une fille, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de hockey féminin. Hockey féminin, tout de suite, rapidement, Guylaine, je te lance la question. Donne-moi trois joueuses. Marie-Philippe Poulain, Kim Saint-Pierre, oui. Jenny, pas Jenny, mais... Là, tu vas compliquer, là. Hayley Wickenheiser, oui, Daniel mon Goyette. Dieu. Ah oui. D'autres, c'est ça. Toutes des athlètes olympiques. Mais et que j'aurais voulu jouer au hockey. Donne-moi un coach maintenant. Mettons au hasard Daniel Sauvageau, mettons. Oui, Mélodie Davidson. Oui, c'est vrai. Oui. Puis Daniel est avec nous. Ça tombe bien. Mais il y a une chose, par contre, qu'on remarque. Tu poserais la question, tu connais ça, puis je connais ça un petit peu aussi. Mais dans la rue, là, on va te nommer Marie-Philippe Poulain, peut-être Caroline Ouellette, Daniel Sauvageau, c'est sûr, mais après ça, c'est un peu ça le problème, finalement. Il est où le hockey féminin? Voilà la question. Parce que jouer comme une fille, c'est jouer avec tout le monde. Alors, Guylaine, bienvenue. Daniel Sauvageau, merci d'être là. Oui. Bien, bon matin. Bon matin. Écoute, c'est le fun de t'avoir avec nous. Une référence athlète, je sais pas, sans doute, mais entraîneur de l'équipe olympique des Jeux de Salt Lake City 2002. Je te vois encore sauter sa bande. J'avais peur que tu tombes. C'est effectivement ce qui est arrivé, par exemple. Je m'en ressens encore un peu de on a manqué ce moment-là. T'es vraiment tombé? Eh oui, c'est lorsque on dirait qu'avec les quelques secondes qui restaient au match, vraiment, mes jambes se sont changées en ressort. Je me suis mis à sauter sur le banc. J'étais pas capable d'arrêter. Puis j'étais là, we gonna win, we got goal. Puis tout d'un coup, j'ai manqué le pied sur le banc. Alors quand on manque le pied, je me suis ramassé les côtes sur la rampe, sur la bande, et vraiment à genoux à côté. Puis j'étais là, est-ce que je vais être capable de me relever? Mais lorsqu'on se dit, là, c'est parce qu'il faut que j'y aille sur la glace, on vient de gagner la médaille d'or. Alors finalement, avec l'adrénaline, ça s'est passé. Le lendemain, je trouvais ça moins drôle, par exemple. Oui. Bon. Tu vois, nous, on avait le souvenir d'une entraîneuse contente qui venait de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Et c'était le cas aussi. Mais l'après-party, on ne sait pas tout le temps comment ça se passe. Et puis, analyste à la soirée du hockey, entre autres, par la suite. Et depuis 33 ans, au service de la police de Montréal et de la GRC. À Pyeongchang, c'était tes 10e Jeux, donc comme entraîneur, comme adjointe, comme analyste, donc tu as fait plusieurs Jeux olympiques et toujours des conférences, Daniel Sauvageau, on en reparlera plus tard. Mais Daniel, tu es une sommité, on est vraiment content de t'avoir avec nous à ce balado, qu'on se veut divertissant, instructif également. Puis on parle de hockey. Yes! Alors, parce que moi, tu sais, moi, le balado, en fait, c'est un peu une thérapie personnelle, parce que je raconte des petits bouts de mon histoire, comme j'ai toujours voulu jouer au hockey. On t'écoute. J'étais meilleure que mes frères, mais il n'y avait pas d'équipe de filles. Alors. Les gars, ils jouaient, moi, je jouais pas. Je jouais au hockey dans la rue. Je me sentais très mal. Donc, là, c'est le fun de voir quand je vois les succès de l'équipe, puis je me dis, waouh, avoir été une petite fille puis avoir eu ces modèles-là, Miles, ça aurait été incroyable. Oui. Et ma première question, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire sur l'évolution, c'est de dire depuis cette fameuse médaille en 2002, Daniel, quelle analyse tu fais, en fait? Qu'est-ce qui a changé au hockey féminin au Canada? Parce que ça fait, écoute, ça va faire 20 ans, là, c'est fou, là. On ne rajeunit pas. Mais donc, selon toi, qu'est-ce qui a plus changé pour le hockey féminin? Mais en fait, le fait de la participation aux Olympiques a changé beaucoup. Tu sais, si on fait une longue histoire courte, de 1990, que c'était les premiers championnats du monde. Hein? Les gens s'en rappellent encore, certaines personnes, parce que le Hockey Canada avait eu la brillante idée et l'idée créative de nous faire jouer en rose. À ce moment-là, on se disait, ça se peut même pas. C'est vrai! Mais en même temps,
Aujourd'hui, on ressort à l'occasion avec le championnat du monde qui s'en vient là, plus tard en mai. On va voir probablement l'équipe jouer un match en rose parce qu'on l'appelle maintenant le chandail héritage. Alors, il y avait environ 5000 femmes qui jouent au hockey à travers le Canada. En tout cas, c'est ce que les statistiques disent. Je les cherche encore parce que moi, je pense pas qu'il y en avait autant, 5000. Mais aujourd'hui, on parle de pas loin de 100 000 petites filles et de femmes qui jouent au hockey à travers le Canada. Et deux événements très spécifiques dans l'histoire du hockey féminin, c'est oui, on parle de 90, on parle de 98, qui étaient les premiers Jeux. Mais 2002, c'est ce qui a marqué le temps et l'imaginaire de plusieurs parce que c'est la première fois que le programme olympique gagnait une médaille d'or après avoir perdu une panoplie de matchs. Et tout le monde, à peu près tout le monde disait c'est impossible de gagner après avoir perdu autant de matchs en prévision justement des Jeux. Ouais. Alors, je pense que ça a marqué le temps. Et on a vu un autre boom, justement, quand on parle de modèle, quand on se dit, ben c'est possible maintenant de faire du hockey au féminin. Ben ça l'a vu, on a vu là de 5 000, 30 000 à peu près après 98, et ça a passé autour de 60 dans les années qui ont suivi 2002. Alors, ça a marqué l'imaginaire, mais ça a aussi marqué les patinoires à travers le Canada. C'est incroyable. Parce que, en fait, d'ailleurs, pendant un long moment, je n'ai pas les dernières statistiques, mais Hockey Québec, le membership continuait d'augmenter à cause des filles, parce que du côté des gars, ça déclinait souvent ils ont intérêt à ce qu'il y ait plus de femmes qui donc, jouent aussi. les gars, maintenant, commencent à faire d'autres choses que du hockey au Québec. Et là, le membership diminuait, mais heureusement, puis Hockey Québec le disait, une chance qu'on a les filles, parce que on serait en déclin, là. Alors, l'arrivée des filles a permis à Hockey Québec de continuer d'augmenter son membership. Est-ce qu'il augmente assez, selon toi, Daniel? Est-ce que tu sens que le boom a stagné ou est-ce que tu vois un potentiel encore plus grand? Bien, en fait, tu as raison, Guylaine, lorsque tu dis que le niveau des inscriptions s'est maintenu à Hockey Québec de par les inscriptions dites au féminin. Est-ce que ça augmente assez vite? Là, tu n'as vraiment pas la bonne personne à qui demander ça parce que pour moi, ça avance jamais assez vite. Alors, d'emblée, je pense que ça, c'est important de le mentionner, mais je suis faite comme ça. Puis en même temps, ben, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis encore là 35-40 ans après mes débuts là, au niveau du hockey, d'y jouer au féminin. Parce que ça, on pourrait en reparler, mais tu sais, la nomenclature, comment qu'on appelle le sport, comment qu'on donne des noms, ça c'est une autre chose, c'est un autre sujet. Mais en même temps, on s'est aperçu que le hockey, les inscriptions se maintenaient à cause du hockey féminin, mais maintenant, on s'est dit, ben là, il faut peut-être faire quelque chose pour notre hockey masculin. Et là, j'ai l'impression qu'on a retombé encore un peu aux oubliettes. Maintenant, en termes d'inscription au Canada, nous sommes 4e. On est 2e en population. L'Ontario mène par beaucoup. On parle d'environ 56 inscriptions en hockey féminin en Ontario. On parle à peine de 6 000 au Québec. Et on est 4e derrière l'Alberta et la Colombie-Britannique. Alors ça, pour moi, c'est inacceptable. Non, c'est alors, je ne sais pas si je réponds adéquatement à ta question. Oui. Alors non, ça ne change pas assez vite. Et on est rendu 4e. Mais en fait, j'étais convaincu de ta réponse. J'ai posé la question pour nous amener sur le sujet. Moi, j'ai l'impression que depuis les Jeux, on aurait dû faire des pas de géants. Il devrait y avoir une ligue professionnelle, il devrait y avoir des clubs, encore plus de clubs universitaires. Entre autres, je trouve la région de Québec, là, parce que je vis dedans, là, c'est affreux. Là. On a une équipe collégiale, on n'a pas d'équipe universitaire, encore moins une équipe professionnelle, alors qu'on a un beau centre Vidéotron vide qui pourrait certainement accueillir une des nouvelles équipes de la nouvelle ligue professionnelle. Bref, j'y vais at large, mais je considère que le hockey féminin n'a pas pu prendre son envol comme il aurait dû le faire depuis des années, avec le nombre de héroïnes qu'on a. Oui. Mais c'est une des raisons pour laquelle vous voyez le signe, le logo derrière moi, que au cours des dernières années, principalement les 15 dernières années, ce que je pense d'avoir eu un impact sur le hockey au Québec et au Canada, c'est de regarder là où on pourrait colmater ce qu'on appelle le développement de l'athlète à long terme. Il y avait des manques, entre autres avec le programme de l'Université de Montréal, les Carabins. Premier programme francophone au Québec, c'était un manque. Alors, je me suis dit, après avoir eu des offres d'emploi avec des salaires très intéressants pour me retrouver au sud de notre frontière, puis pour moi, ça faisait pas partie de ce qu'on devait faire au Canada pour continuer à développer notre hockey. Alors ça a été un projet sur lequel je me suis beaucoup investie et en même temps que je suis très, très fière parce qu'au cours des 10 dernières années d'existence,
nous avons été championne canadienne à 2 reprises et c'est pas parce que c'est un programme qui a plus de sous qu'ailleurs. Au contraire, c'est pas là. Ça a été bâti sur des valeurs. Ça a été bâti sur aussi à peu près le même modèle que j'avais bâti le programme dit olympique dans les années justement de 96 jusqu'à 2003, 2004, 2005. Alors pour moi, c'était comme qu'est-ce qu'on doit faire? Et maintenant, avec le centre de haute performance, 21-02. 21-02, c'est parce que ça honore la date de la première médaille d'or qui a été gagnée le 21 février 2002. Alors, pour moi, c'est de dire, ben maintenant, lorsqu'on gradue de l'université, il arrive quoi? Il arrive quoi avec notre hockey féminin? Même si on avait une équipe dite professionnelle avec 25 filles ici au Québec, ben l'ensemble des Européennes pourraient dire, ben on veut venir jouer professionnel à Montréal. Le reste du Canada pourrait faire la même chose, puis même les Américaines. Mais lorsque tu gradues de l'université, tu fais quoi en attendant? Alors pour moi, je me suis dit, ça c'est un autre chaînon manquant. Alors pour moi, je me dis, bon ben oui, la prochaine étape sera d'une équipe dite professionnelle, mais en même temps, on met un toit sur une maison lorsque le salage a été coulé, lorsque les murs ont été faits, et là on met le toit. Et l'équipe professionnelle, ça c'est le toit. Alors on a peut-être tenté au cours des dernières années de placer un toit sur une structure où la solidité n'était pas au rendez-vous. Et là, je crois fondamentalement que Montréal, c'est l'endroit, et on l'a vu dans la dernière saison, seul ici à Montréal, nos Olympiennes ont été sur la glace avec une dérogation, évidemment, gouvernementale, pour les préparer au prochain championnat du monde. Alors pour moi, c'est là que je me suis investi pour venir colmater, et ça, je pense que c'est là qu'on va venir greffer. Alors quand on parle d'une pyramide plus haute et plus large dans l'offre de service, je pense qu'on est rendu là au Québec, mais il faut continuer. Il faut continuer avec Hockey Québec, il faut continuer avec nos représentants pour dire gardons nos joueuses au Québec et au Canada et on va continuer à l'intérieur de grandir cette pyramide. Écoute, tu ouvres la porte, Danielle. C'est sûr que nous, on en parlait avant le début du podcast, tu sais, l'impact que tu as clairement, mais l'inquiétude, c'est toujours quand ça tient à une personne, puis que le leadership, il ne semble pas venir, en fait, de nos organisations Hockey Québec, Hockey Canada, et sans lancer la pierre là, à qui que ce soit de façon personnelle, là, mais c'est de dire, est-ce que Hockey Québec et Hockey Canada ne devraient pas jouer un rôle vraiment super important dans le développement, d'avoir une vision pour le développement du hockey féminin, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas cette vision-là et que ça tient sur des individus comme toi qui décident, bien là, je n'attendrai pas le système, je vais le faire. Mais en même temps, si ça venait d'en haut, ça aiderait peut-être un peu plus. En fait, un peu des deux, parce que en même temps, il faut cogner à la porte de nos organisations en disant on a une voix, on a de l'énergie, on a des leaders qui sont incroyables au Québec, on a des gens qui sont investis, on a du bon monde. Je vous parlais tantôt du programme de l'Université de Montréal. Les gens qui sont autour de ce programme-là, c'est extraordinaire. Si ces gens-là auraient attendu d'être rémunérés à la hauteur de leur talent, on n'en serait pas là du tout. Oui. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait l'influence de cogner à la porte de nos institutions, qui est entre autres Hockey Québec et Hockey Canada, puis de dire maintenant, on se doit d'avoir une voix et une légitimité et de pousser justement sur, par exemple, la gouvernance, sur d'avoir plus de permanents qui travaillent sur la structure de hockey féminin. Alors, je pense qu'il faut continuer à influencer les structures. On en est là dans le sport dit général au hockey, mais aussi dans le sport féminin au complet. On le voit, tu le vois, Guylaine, ça fait des années que tu travailles quand on parle d'équité, lorsqu'on parle d'avoir des ressources, d'offrir une offre de service qui est équitable. Une Marie-Philippe Poulain, d'être sur la glace puis de l'emmener au championnat du monde, ou un Sandy Crosby, je m'excuse, mais c'est le même type d'athlète, c'est la même qualité d'individu qu'on doit supporter. Alors, je pense qu'un va pas sans l'autre et de continuer à disant, ben écoutez, un centre de haute performance, il n'y en a pas en hockey masculin, il n'y en a pas en hockey féminin. Moi, je vais en créer un et on va partir de là. Alors, je pense qu'on a besoin du milieu, mais on a besoin aussi du soutien en disant maintenant, les décisions qu'on prend dans l'allocation de nos ressources financières, est-ce que ces ressources-là sont allouées de façon équitable? Est-ce qu'on a autant de personnes qui travaillent sur le hockey dit jouer au féminin, autant au niveau de Hockey Québec que Hockey Canada?
Et je fais partie d'un task force, justement, avec Hockey Canada. Et on réclame justement d'avoir plus de permanents qui travaillent sur l'offre. On réclame justement d'avoir des gens qui sont assis autour de la table décisionnelle pour faire avancer le sport. Tandis que là, on fait partie d'un tout. Et le hockey professionnel, ben, a sa place, prend sa place. Le hockey masculin a sa place et prend sa place. Mais maintenant, l'écart entre les deux, peut-être que je suis en tête de file pour le faire avancer, mais je peux vous confirmer que je suis pas tout seul. Il y a des têtes extraordinaires qui travaillent et on continue. Mais il faut maintenant que là, l'action, on pense en action et qu'on voit des retombées concrètes de ce qu'on réclame depuis plusieurs années. Moi, Daniel, là, écoute, je t'écoute parler, je trouve ça triste de t'entendre dire ça parce que j'ai l'impression que ça aurait dû être fait depuis longtemps. Moi, la question concrète, c'est est-ce qu'on en fait assez chez Hockey Québec et Hockey Canada actuellement pour le hockey pratiqué par des femmes? En fait, encore une fois, de façon générale, je vais toujours vous dire non parce que, encore une fois, j'ai pas l'impression que la légitimité et l'équité est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça passe par la reconnaissance. J'entends trop souvent encore aujourd'hui dire ils sont bonnes nos petites filles. On parle d'athlètes olympiques. Nos filles jouent au hockey, s'amusent, c'est le fun, on a de la misère à les retenir, mais en même temps, et on travaille sur des programmes d'attirer de nouvelles inscriptions, mais je pense que c'est une chose d'attirer de nouveaux talents, je vais le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec la rétention de notre talent? Alors, je pense que tantôt, dans ta question, c'est quoi justement une vision intégrée? On veut se donner quel objectif? Moi, j'aimerais ça que dans les quelques prochains mois, qu'on se dise, et on va le faire d'ailleurs avec des têtes de hockey au Québec en disant, on en est où au Québec et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ensemble pour aller plus loin? Pourquoi on a l'impression... Je pense que la machine, ouais. le mouvement est parti. Il est parti, ben tant mieux. On doit se continuer. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Est-ce que ça a pris du temps? Définitivement. Oui. Et moi, le seul regret et la seule tristesse, pour reprendre ton terme, c'est que j'ai l'impression que je ne verrai pas arriver ce que j'ai imaginé il y a 20 ans, parce que je pense que ça va prendre encore un autre... Mais qu'est-ce que tu as imaginé, on Daniel? Est rendu, on n'est pas là où j'aurais pensé qu'on aurait été. Daniel, qu'est-ce que tu avais imaginé dans tes plus beaux rêves pour le hockey pratiqué par des femmes? D'abord et avant tout, d'avoir une structure universitaire très forte au niveau du Canada. Il est arrivé en 91 un phénomène aux États-Unis qu'on appelle Title IX, qui parlait d'équité, qui a pris à peu près 10 ans à s'instaurer au niveau du hockey et ensuite sont venus chercher des joueuses de hockey de talent, principalement en Ontario, mais ici aussi au Québec, Poulin, bon exemple. Pour les emmener dans les meilleurs, le NCAA. Moi, je peux pas croire qu'en hockey féminin, on n'est pas en mesure de garder nos joueurs, qu'on n'est pas en mesure de financer le hockey féminin, parce que dans la structure du hockey d'excellence, le hockey universitaire, c'est ça l'excellence. Ça va amener nos joueuses par la suite à un centre comme le 2102, à l'équipe nationale et à l'équipe professionnelle. Du côté masculin, lorsque les gars retournent jouer dans la ligue universitaire canadienne, c'est souvent après leur passage à la Ligue junior majeure du Québec. Alors, le cheminement n'est pas du tout pareil. Alors qu'on n'investisse pas dans nos réseaux canadiens pour garder nos joueurs ici, je trouve ça malheureusement un manque justement de vision, de rétention. Imaginez toutes les structures, les amphithéâtres qu'on pourrait avoir justement et la dynamisme qu'on pourrait développer si on se disait on a la meilleure ligue au monde. Et ça, c'est pour moi impensable qu'on n'arrive pas à dire donnons-nous cet objectif-là. Et je travaille pour atteindre une mobilisation autour de cet objectif-là. Et j'espère un jour qu'on se dise de façon actuelle et ponctuelle, donnons-nous justement. Et à partir de là, je pense que tout va venir. Parce que tu vois, il y a quelques années, j'ai un groupe d'étudiantes à l'Université Laval qui sont venues me voir et qui ont fait vraiment des démarches très sérieuses auprès du Rouge et Or pour avoir une équipe féminine. Mais c'est tellement facile. Puis en plus, nous, on a 2 glaces là, à l'université. Je veux dire, on n'a même pas besoin de penser infrastructure. Là. C'est toujours le financement. Et puis on se cache derrière ça très facilement.
Mais en même temps, s'il n'y a pas cette... Pour moi, la volonté politique, elle est déterminante, là. Et là, en parlant avec toi, probablement que je vais relancer la discussion à l'intérieur de l'Université Laval, parce que même à Québec, on a le Cégep Limoilou dans la cour qui est une pépinière incroyable. Donc, nos athlètes de Québec s'en vont à l'extérieur. Effectivement, il y en a qui s'en vont à Montréal, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas de place pour 2 excellentes équipes universitaires au Québec, là, au minimum. Francophones, mais c'est là que, je sais pas si tu vas le garder sur podcast, que ce que je vais dire, mais c'est là où la pyramide n'est pas bien intégrée. Présentement, il y a moins d'équipes midget intégrées qu'il y a de nombre d'équipes dites collégiales. Alors, la pyramide est inversée à un moment donné. Donc, c'est pour venir justement fournir à des équipes collégiales, la pyramide, dans un premier temps, devrait être inversée puis d'avoir justement vraiment un hockey intégré puis de dire, on va pousser vers le collégial et ensuite, on va pousser vers l'universitaire. Mais présentement, étant donné que, contrairement à l'Ontario qui n'ont pas de cégep, il y a 13 programmes universitaires, le Québec, dans la ligue, dans le réseau québécois, il y a 6 équipes. Présentement, s'il y avait une 7e ou une 8e équipe, la pyramide n'est pas encore capable, justement, de dire on va pousser le talent jusqu'en haut. Alors, avant, et c'est là la réflexion, c'est qu'on a plusieurs intervenants qui, avec toute l'intention puis le cœur gros comme nos amphithéâtres, de dire, on va faire un programme ici, on va faire un programme là, mais c'est là où la mobilisation des bonnes têtes de hockey, de dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ça demeure en termes de temps, une pérennité? On veut pas voir un programme universitaire partir et dans 5 ans arrêter parce qu'on n'a pas cette pépinière-là. Le football est un bon exemple, ça a fonctionné comme ça. C'est là qu'il faut se pencher. Pardon? Je disais que le football avait commencé comme ça au niveau universitaire, les francophones, c'est qu'il y avait tellement d'équipes secondaires puis collégiales que finalement, c'était logique d'avoir des équipes universitaires. Ce que tu dis, c'est ça ne donne rien d'avoir 3 nouveaux programmes universitaires si on n'est pas capable de fournir en qualité les équipes universitaires. Mais c'est ça, c'est qu'ensemble, de regarder cette intégration, ce cheminement-là, puis de le rendre solide. Je reprends souvent mon analogie. Là, on veut peut-être ajouter un petit toit, mais on n'a pas encore le cabanon à côté, ou le garage à côté. Alors, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on fait avec notre hockey, parce que des idées, je vous le confirme, c'est extraordinaire. On est en train de mettre en place, justement, là, une journée de réflexion, un sommet sur le hockey au mois de juin, et c'est mobilisant, c'est encourageant de voir les idées que les gens apportent, mais maintenant, il faut les mettre pour que ça fonctionne. Sinon, ça va être une maison qui va être dépareillée en couleurs, en type de matériaux, mais de l'aligner, je pense que c'est là qu'on est rendu pour enfin créer une base qui est solide, qui va durer puis qui va continuer à grandir. Pour moi, là, il y a 2 pièces majeures qui manquent au casse-tête. C'est que, si je parle certainement en partie pour le Québec, quand je regarde le conseil d'administration de Hockey Québec, c'est pas compliqué, c'est que des hommes, disons, cheveux grisonnants, blancs, et qui prennent des décisions. Et quand on parle du hockey féminin, ils vont nommer une personne responsable du hockey féminin. Puis c'est comme, arrange-toi, puis fais ce que tu peux. C'est comme la situation du hockey féminin repose sur une personne, plutôt que de dire c'est l'organisation de Hockey Québec qui devrait chapeauter ça, puis prendre un leadership. Mais à mon avis, le leadership n'est pas là, mais absolument pas là. Ouais. Et puis comment on fait pour brasser ça? Écoute, Hockey Québec, c'est le temple de l'hégémonie masculine à puissance 10. Oui, je sais qu'on en a parlé dans d'autres podcasts et tu n'as pas une autre opinion de ce que tu vois dans Hockey Québec de ce côté-là. Non, puis c'est pas parce qu'on n'a pas, si je pense avec Égal Action, c'est pas parce qu'on n'a pas tendu des perches qu'on n'a pas essayé, mais il y a vraiment une espèce de... On protège beaucoup le hockey masculin. Puis comme tu disais, Daniel, il y a eu vraiment une diminution du nombre de garçons qui jouent, là, ça vient nous réveiller, là. Mais pour les filles, on le sent clairement, c'est pas une priorité. Parce que si c'en était une, il y a des choses qui auraient déjà changé. Fait que moi, ça vient toujours un peu me craquer, là, mais...
C'était pas une on question, dit c'est souvent, Ouais, ça, c'était on mon dit souvent opinion. en gouvernance, là, c'est peut-être mon côté plus business qui parle. On dit souvent en gouvernance que lorsqu'on regarde justement l'organigramme de l'organisation, c'est l'image. C'est la première image que les gens peuvent voir. Oui. Et de par justement l'allocation de leurs ressources financières humaines et les départements là, ou les directions qui disent bon ben voici notre objectif et voici comment on va y arriver, ben bien souvent ça parle de soi-même dans un coup d'œil. Et effectivement c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le gouvernement du Québec s'est doté justement d'une structure de gouvernance qui est appelée à aller chercher des compétences qui sont peut-être plus diverses. Moi, je siège sur plusieurs conseils d'administration, pas nécessairement dans mon sport, et je vais aussi apprendre, mais j'amène aussi de mon sport une vision qui est différente. Entre autres, conseil d'administration de Natation Canada, avec un portefeuille dit plus de haute performance. Ben, chacun des sports doit apprendre d'un sport ou doit avoir un pas de recul et de dire, ben, qu'est-ce qu'on fait ailleurs qui pourrait être importé ou c'est quoi les façons de penser? Alors, lorsque justement, on m'a invité à me joindre à ce conseil d'administration-là, je me suis dit, bon, ben, je connais la natation plus ou moins, mais en même temps, je m'aperçois que la part concrète qu'on peut amener avec tout notre bagage d'expérience multisport, ben, c'est un peu ça, je pense, qu'il faut regarder. Comment justement qu'on nomme les gens et on parle de Hockey Québec, mais sur l'ensemble de nos conseils d'administration, comment on nomme nos gens, qu'est-ce qu'on a de besoin et d'être là pour les bonnes raisons. Tu sais, il y en a beaucoup, bon, c'est des emplois. Moi, la plupart des choses que je fais, c'est bénévole. Alors, je pense que je suis animée par ma passion et je suis animée par le privilège d'être sur la glace avec justement les Mélodies d'Aou, les Ève de ce monde, la prochaine génération, les Marie-Philippe Poulain de ce monde. Alors, je pense que ça, c'est ça qu'on doit ramener en disant, on est là pourquoi, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Et je pense que de plus en plus, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans l'administration de notre sport. Et ça, je pense qu'il faut aussi se pencher là-dessus. Écoute, dans nos discussions qu'on a eues dans nos différents podcasts, on a abordé à un moment donné le rôle que devrait jouer le hockey professionnel masculin pour le sport professionnel féminin. Et l'exemple avec lequel on revient tout le temps, c'est le cas de la NBA avec la WNBA, qui a eu vraiment un partenariat extrêmement fructueux et où la NBA a vraiment endossé et reconnu qu'elle avait un rôle d'un point de vue moral et social pour le basket féminin en disant c'est pas juste les gars qui devraient pouvoir vivre du basket puis vivre leur passion. Et au hockey... il y a eu aussi une question marketing, là, parce qu'ils ont retiré des bénéfices de tout ça. C'est sûr, oui. Et le hockey ne semble pas réaliser ça. Non. Je ne sais pas comment tu vois la situation NHL versus WNHL. Je le dis en anglais, je ne sais pas pourquoi. Ça fait real. Ça fait real. Okay. Non, je ne sais pas comment tu perçois cette situation-là du hockey professionnel féminin. Bien, en fait, c'est pour te répondre en anglais, ça fait long overdue, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que ça devrait être en place. On avait une ligue dite professionnelle canadienne. Malheureusement, les dirigeants, selon moi, l'ont fermée beaucoup trop rapidement. Parce qu'à un moment donné, t'es mieux d'avoir tes joueurs sur la glace et d'aller continuer à cogner aux portes que des avoirs en disant non, tant aussi longtemps, par exemple, que la Ligue nationale ne sera pas au rendez-vous, ben nous, on sera pas là. Maintenant, c'est deux approches qui sont différentes. On l'a vu avec les Américaines lorsque avaient menacé de boycotter un des championnats du monde aux États-Unis et justement leur ont donné un contrat de travail et même que la Ligue nationale avait contribué à ce contrat de travail-là pour les Américaines. Alors, je pense que c'est deux façons de faire. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Mais moi, ce que j'aimerais voir arriver, c'est justement, on a parlé du centre tantôt, ça fait partie, c'est comme si c'était le club-école d'une équipe professionnelle. Oui. Mais vous avez raison, si on va sur le site de la Ligue nationale, leur vision, c'est hockey pour tous. Et jusqu'à preuve du contraire, les femmes font partie minimalement de 50% de l'humanité. Alors, je pense que ne serait-ce que développer, il y a des femmes qui regardent le hockey. Lorsqu'on dit de développer de fan base, de créer justement
des initiations par rapport à ça, d'amener justement des petites filles à jouer au hockey, puis de rêver de gagner son sport. C'est socio-économique, mais souvent, tu le disais tantôt, Guylaine, c'est une question d'argent. Mais c'est toujours une question d'économie, de retombées économiques. Mais le sport doit être vu comme étant faisant partie de tout ce qui est d'être actif, d'être en forme. Et on n'est même pas 1%. Hein. Le sport, je pense, reçoit moins de 1% par rapport au budget de santé. Alors, tant qu'on parlera pas de sport santé, ben on va les catégoriser encore, de dire, ben là, ça coûte ça. Mais en même temps, est-ce qu'une joueuse de hockey universitaire ou professionnelle vaut moins dans la vie qu'un jeune garçon qui va aller, peu importe, à l'école, qui va devenir tantôt, peu importe dans quel domaine il ou elles vont travailler, mais on se doit d'investir dans justement le sport comme société, mais aussi de dire qu'une femme peut gagner sa vie dans le sport. Alors, oui, la Ligue nationale, est-ce qu'elle doit être au rendez-vous puis de dire je vais m'occuper de cette ligue-là? Pas du tout. De donner une légitimité, oui. Le Canadien de Montréal était justement très près des Canadiennes dans la Ligue canadienne professionnelle et très près du centre. Jeff Molson est un parrain avec le centre. Lorsqu'il y aura une équipe professionnelle, est-ce que le Canadien doit à tout prix être propriétaire de cette équipe-là? Moi, je pense que c'est un consortium, je pense que c'est un amalgame et je pense que présentement, on s'enferme beaucoup trop dans les structures, mais mettons nos joueurs sur la glace et je pense que les investisseurs vont être au rendez-vous. C'est là où on est rendu. Mais tu vois, ça m'amène aussi sur... tu sais, je n'ai pas ta connaissance du monde du hockey, mais pour moi, c'est clair que lorsque les Canadiens se sont quand même associés aux Canadiennes, bien, en termes d'exposure, de visibilité, ça a eu un impact incroyable, surtout pour nous au Québec, là, le Canadien. Ben oui, Canadien, c'est une religion, c'est ça. Et dans ce sens-là, tu sais, moi, je suis un peu tannée. Tu dis, mettons les joueurs sur la glace, ça va amener effectivement des gens à vouloir investir, mais pour ça, il faut qu'il soit médiatisé, ce mot-à-dit sport-là. Et moi, je reviens souvent aux médias, puis je fais exprès, entre autres, parce que Marc, il est des médias, mais de dire, ben moi, quand je me fais dire, ouais, mais le monde ne sont pas intéressés, c'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne savent même pas que c'est là. Fait que comment tu veux que ça fonctionne, tu sais? Puis on a notre équipe aux Olympiques, quand on arrive en finale, c'est pas au dernier que ça a été. Ah, bien, certainement plus intéressant que les hommes, parce que les hommes, c'est l'équipe B du Canada, on le sait, la Ligue nationale n'était pas présente. Oui, c'est sûr que c'était les femmes. Mais en termes de code d'écoute, on a défoncé le plafond. Fait que, tu sais, quand les gens le savent, quand c'est là, puis quand on le crée, cet engouement-là, ben les fans, ils sont là, ils sont au rendez-vous, mais les médias aussi et c'est là, pour moi, le sport professionnel masculin peut certainement aider à cette visibilité-là, sans nécessairement être propriétaire, mais au moins que les médias se disent on va donner une place parce que moi, à chaque fois, je me fais dire les gens, on leur donne ce qu'ils veulent. Non, tu leur donnes bien ce que toi, tu veux leur donner parce que. Oui, c'est ça, exactement. Mais cet argument-là, on l'entend encore, tu sais, oui, mais mes codes d'écoute ne peuvent pas descendre. Les gens veulent entendre parler d'eux. On se doit aussi, on est commandité par XYZ qui, dans leur part de marché, ben c'est le profil, c'est des hommes de tel âge à tel âge. J'entends ça, évidemment. Mais c'est un cercle vicieux et je me dis, oui, les médias doivent avoir une conscience sociale de dire on doit parler de sport féminin. On le voit de plus en plus, encore une fois, pas assez vite pour moi, mais on le voit de plus en plus. Ensuite, les commanditaires. Les commanditaires de ce monde se font de plus en plus dire par, justement, leurs membres, de dire, ben là, on commandite du sport dit professionnel, du sport dit de millionnaire. Est-ce qu'on pourrait avoir dans notre enveloppe de commandite, justement, d'avoir une conscience beaucoup plus sociale et de s'orienter vers, entre autres, le sport féminin? On l'a vu avec le soccer américain où les codes d'écoute sont de beaucoup plus grandes que le hockey, que le soccer masculin, et malheureusement, les contrats de travail ne suivaient pas. Là, ils ont fait une certaine grève. On le voit, l'entraîneur qui a quitté. Ouais, mais regarde, on t'offre un contrat, c'est magnifique. Ouais, mais c'est quand même le 10e, je pense, que
l'entraîneur de l'équipe masculine. Alors, les commanditaires doivent aussi être au rendez-vous. De dire, si nous, on donne une commandite, le pourcentage de sport féminin, est-ce que vous allez parler comme radio, comme télé, est-ce que vous parlez de sport féminin? Alors ça, je pense que les commanditaires sont aussi doivent être interpellés, de dire qu'est-ce que vous faites pour le sport féminin, qu'est-ce que vous faites dans votre offre de service de commandite. Moi, des commanditaires, j'ai des commanditaires fondamentaux, des fondateurs en fait, au centre qui est Sun Life et BFL Canada. Sans eux, je suis pas là. Sans eux, on n'est pas capable de partir. Et là, on complète justement notre financement avec des financements dits publics. Mais au départ, je voulais démontrer qu'on pouvait vivre, justement, mais on se doit justement de cogner à des portes. Mais c'est difficile. C'est difficile. Il nous manque encore une couche pour venir s'assurer que le centre va durer au-delà de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Oui, et c'est toujours à recommencer. Et pourtant, le montant de commandite, on parle du 8e d'un joueur qu'on vient de signer avec le Canadien. Oui. Ça, c'est un autre débat, mais il me tanne aussi. Oui, c'est ça. Écoute, Daniel, j'ai envie pour une dernière question, à moins que Marc en ait une aussi, mais c'est qu'est-ce qu'on te souhaite? Bien, on se doit ensemble de prendre une responsabilité sociale et de reconnaître la part du sport féminin comme développement d'une communauté et d'une économie. Si on ne parle pas des mêmes montants que des sports professionnels, mais si une jeune fille peut faire du sport puis de dire un jour je peux peut-être travailler dans le sport, qu'on développe justement une offre de service qui soit plus intégrée, que ce soit à partir de l'âge de 10, 12 ans, qu'on maintienne nos jeunes filles à l'intérieur de ça, ensuite va à l'école puis de dire ben je peux travailler, c'est toute une société qu'on est en train de développer qui est équitable dans l'offre des ressources qu'on peut justement leur offrir. Alors, qu'est-ce que ça prend? C'est des actions et tout le monde est pour la vertu. Moi, j'ai une petite fille qui joue au hockey, j'ai une petite fille qui joue au tennis, mais en soi, est-ce que les actions sont au rendez-vous? Et ça, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Alors, ça commence par la reconnaissance, l'équité, et vous en avez parlé tantôt de leadership, de mettre des femmes dans des postes où on va pouvoir avoir une voix et de s'assurer que la représentativité du sport féminin est au rendez-vous aux tables décisionnelles. C'est pour ça qu'on a Daniel Sauvageau avec nous. C'est pour ça qu'existe le podcast, le balado. Hey, merci beaucoup, Daniel. Oui. Écoute, ça a été vraiment intéressant de t'entendre parler de ces projets-là. Puis je sens qu'on est en train de vivre quelque chose qui est vraiment plus que superficiel ou juste une fois par 4 ans, quand le Canada affronte les États-Unis. C'est vraiment la base d'un sport qu'on est en train de bâtir et éventuellement en faire vraiment quelque chose de très, très bien. Merci beaucoup, Daniel. Oui, merci infiniment. Merci. C'était un plaisir, encore une fois. J'ai lu quelque chose, puis je ne sais pas si Daniel l'entend, mais l'avantage du sport féminin versus le sport masculin, c'est que le sport féminin, lui, peut grandir encore plus. Alors, c'est pour ça qu'à Conversation 2021, on va trouver des solutions. Oui, Conversation 2021, un événement à ne pas manquer. C'est en ligne, c'est sur le web, évidemment, conversation2021.ca. Et il y a des sujets comme ça qui vont être à l'ordre du jour. Tout à fait. 8 juin, Journée Québec, 10 et 11, Journée Canada. OK. Merci infiniment pour ces précisions. Alors, merci beaucoup, Daniel Sauvageau. Oui. Continue tes nombreux combats. Félicitations. Et puis, avec Glenn, on se revoit la semaine prochaine. C'est sûr. C'est bon. OK. Merci encore. Bye.